s'intéresse. Qu'est-ce qu'on va parler? Donc NoSlop, en gros, c'est la suite d'un talk que j'avais fait sur l'approche Research Planning Implement qui a été présentée par Dexorty. Je crois que c'était à l'AI Engineering, AI Engineer Human Fair, c'était en août de l'année dernière. Alors, un petit mot sur moi. Donc, là, je suis passé complètement sur les AI native développeurs. J'ai d'autres cordes à mon arc. Je suis data engineering spécialiste Google Cloud et un ex-coach agile. Alors, j'ai plusieurs vies, dont celle de coach agile at scale. Oui, j'en suis revenu, je suis très bien, je suis tout à fait sain, donc tout va bien. Donc, mes talks précédents, donc le Getting Coding Engines to Work on Complex Code Bases, donc c'était le prédécesseur de ce talk qui présentait un peu l'approche. Ensuite, j'ai fait un Rex il y a 2-3 semaines, où on m'a planté ma présentation. Du coup, j'ai eu 4 jours pour en refaire une avec des trucs qui, pour moi, étaient intéressants à l'époque, hein, du skill, utiliser le skill, creator skill d'Anthropic avec l'auto-research de ma voiture, avec mon téléphone. C'est là où j'ai découvert qu'on pouvait faire du développement avec Claude sur le téléphone. Et mon prochain talk, j'espère, on va en parler, mais dans 2 semaines, ce sera une intro à Gastown, qui est le Kubernetes des agents fait par Steve Yegi, et Gacity, qui est le SDK d'orchestrateur agentique, que j'ai découvert il y a 2 semaines et qui est juste, c'est encore un game changer, moi je pense. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les workflows manuels avec des gateways de vérification. Donc, le but du jeu, c'est de produire du code de qualité, sans slop, avec des workflows structurés et en fait, d'essayer de faire un effet de levier maximal, qui puisse se concentrer plus haut dans la chaîne de production et avoir des milliers de lignes de code et des grosses pierres qui puissent passer avec confiance, avec une qualité attendue. Alors, un petit warning. Alors, ces commandes-là que je vais présenter, leur dernière version était apparue en décembre 2025. Alors, les LM ont évolué. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est affolant à quelle vitesse ça va. Par contre, les principes d'engineering persistent. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu quand même donner ce talk, parce que je pense vraiment qu'il y a des choses à apprendre et il y a des choses à réutiliser pour après. Il y a surtout, donc Dexorty et Humelayer on parlait d'une nouvelle, d'un workflow suivant qui s'appelle Crispy. Donc c'est Question Research, Design, Structure, Plan and Implement. En gros, pour des raisons qui font que même le RPI était trop court comme processus. Alors, il n'est pas public, donc je n'ai pas pu en parler, mais il est, alors je dis probablement, mais plus que probable, voire quasi certain que les techniques qui sont discutées là sont utilisées là-dedans. Et donc, je pense que de toute façon, ce serait utilisable quand on veut faire du prompt et du context engineering. Donc, je vais faire un petit rappel sur le précédent talk, mais je vais y aller très vite. Donc, il est disponible, ça a été fait avec Dev with AI, donc c'est disponible sur la chaîne YouTube de Dev with AI. Un petit rappel, les LM sont stateless, donc comme Dory dans le monde Nemo. Aucune mémoire, zéro. En fait, ça ne prend que ce que vous leur donnez depuis le départ, et ça vous oublie tout de suite. C'est pas comme les chiens, c'est pas sympa, ça se rappelle pas de vous, ça vous aime pas, c'est juste, c'est stateless. On parlait de la dumb zone, c'est-à-dire une zone à partir de laquelle, quand vous dépassez à peu près 40% des contextes de 204 tokens, ou plutôt 168, parce qu'il y en a 32 à la fin qui sont utilisés pour répondre, et bien, il y a une dumb zone, et plusieurs raisons à ça. La principale, c'est l'appauvrissement de contexte, qui est un phénomène qui était pas mal étudié et dont on parle pas mal, qui fait qu'à partir d'un certain moment, en fait, il y a trop de données et le LM ne va pas s'en sortir et va avoir des qualités de réponse qui sont moindres. Et grosso modo, on parle de 40 à 60%. Donc, tout ce qui est avant 40%, on va dire, c'est la smart zone, et tout ce qui est après 40%, c'est la dumb zone qu'il faut éviter si on va avoir du travail de qualité de la part du LLM. Et le context engineering, grosso modo, c'est éviter intelligemment la dumb zone et de rester dans la smart zone pour son travail. Et comment on fait? Au lieu d'avoir une seule session dans laquelle on va charger, et puis on va arriver à la dumb zone, on a des étapes qui permettent de profiter un maximum de la smart zone. Donc, là, Dexorty avait présenté, de Humelayer avait présenté donc 3 phases qui est Research, Plan, Implement.
Ce qui se passe, c'est que Research, il va se concentrer uniquement sur la recherche de quel est le code qui est concerné par ce que j'essaie de faire. Et du coup, vous voyez, il y a une multiple utilisation des agents, des sous-agents. Pourquoi les sous-agents? Parce qu'un sous-agent, quand on le crée, il va avoir son propre contexte et donc il ne va pas polluer le contexte de l'agent qui l'appelle ou qui l'orchestre. Donc, on en utilise une multitude et comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on garde en mémoire, dans le contexte, l'appel et on reçoit la réponse. Et c'est tout ce qui va rester dans le contexte. Donc, du coup, on utilise beaucoup moins de contexte comme ça. Et il va y avoir un document de passation qui va être très structuré pour pouvoir vraiment contenir l'essence de ce que cette étape est censée faire et la passer à l'étape suivante, qui va pouvoir utiliser cet outil-là sans refaire le travail qui a été fait par celle-là et continuer en ayant les mêmes techniques de j'utilise des sous-agents, j'ai des éléments très précis et je produis la prochaine étape. Donc, du coup, 2 documents vont sortir de ça. Enfin, on va dire, oui, 2 documents et puis le code. Le research.md, donc la première étape, et le plan.md qui va faire un plan et ensuite la partie implémentation qui va s'occuper de créer le code qu'on veut. Je tiens à insister sur le fait que l'efficacité a été prouvée sur des vrais cas d'utilisation. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du test. C'est ça qui m'a intéressé en fait là-dedans, c'est que en septembre, j'ai découvert que pour la première fois, on pouvait travailler sur des larges bases de code, du legacy, et faire un travail de qualité avec vraiment soit des bug fixes, soit des features. Donc les 2 preuves, c'était ils avaient travaillé sur du code legacy à 300 000 lignes de code. Deck sorti avait corrigé un bug et le CTO a accepté l'APR sans faire de retour ni rien. Donc zéro travail, le truc était et alors qu'ils ne connaissaient absolument rien du code. Et ensuite, ils ont fait 2 features qui en tout faisaient 35 000 lignes de code. Et le CTO estimait qu'ils avaient fait 2 fois 2 à 5 jours, 3 à 5 jours de temps de dev en 7 heures de pair programming. Avec après une complexité réelle et pas de démo juste de jouer. Donc, ça marche avec du code legacy, ça résout des problèmes complexes, il y a 0 slop, le code est d'une qualité qu'on attend, vraiment d'une qualité haute qu'on attend. Et la revue des grosses paires, en fait, elle est facilitée parce qu'on va remonter le moment où on fait cette revue. Donc, ce qui compte, c'est l'alignement mental et la compréhension que ce qui va être fait par la suite est vraiment ce qu'on veut qu'il se passe. Pour présenter les trois commandes, alors c'était des commandes, maintenant avec le code, on parle plutôt de skills. Des commandes, c'est un peu c'est du legacy de code. Donc, on voit que les premières et les dernières sont de 180 à 80 lignes. Celle du milieu est un peu plus longue. On sait aujourd'hui que les bonnes pratiques veulent que les commandes, les skills, en gros, les markdowns doivent faire moins de 200 lignes. Et ça a été corrigé dans les versions suivantes de Crispy. Et ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça va créer quelques petits problèmes qu'on doit plus piloter. Le problème, justement, c'est que ce pilotage prend du temps. C'est pour ça qu'ils sont passés à Crispy. Alors, on va parler des 3 commandes. Première, Research Codebase, dont le but est de produire le document de recherche pour Markdown. Qu'est-ce que c'est? En gros, on va parler de 2 choses. Le début, le front matter, qui va avoir plein d'informations sur ce que c'est ce document, qui l'a fait, ça parle de quel guide commit, etc. Donc, c'est qui, quand, quel contenu, etc. Donc, ce sont des informations qui sont plutôt générales pour le suivi. Et après, on va avoir à l'intérieur du research.md la question de recherche, un résumé de quelle documentation a été trouvée, les détails de ce qui a été trouvé avec des détails par composant et surtout quelque chose de très précis avec on parlait d'avoir cette feature, elle impacte tel fichier dans tel domaine. Avec des numéros des fichiers, avec des numéros de ligne qui permettent d'avoir une compréhension très précise de où est-ce qu'il faut taper quand on se dit il faut que je change quelque chose pour pouvoir faire cette feature ou ce bug fixe. Plein de codes références supplémentaires avec des définitions de pourquoi, des descriptions de pourquoi c'est important. Ensuite, tout ce qui est architecture, documentation, dans des conventions, des designs d'implémentation pour pouvoir guider comment est-ce qu'il faut faire les choses. Et éventuellement des recherches parallèles qu'on a pu faire soit pendant, soit avant, et des questions ouvertes qui vont demander plus d'investigation.
Ce qui compte, c'est que chaque section a un rôle précis, qu'on a des trouvailles très, très précises, avec même jusqu'à la ligne de où est-ce qu'il faut regarder. Du code de référence qui permettra à la prochaine étape de pouvoir faire du code qui soit plus proche de ce qui est attendu de manière générale ou dans l'esprit du code. Des questions ouvertes qui restent floues, qu'on va demander aux développeurs de pouvoir répondre. Et donc, c'est vraiment pas du texte libre, c'est un format c'est un contrat de format. Alors, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter une vérité qui est compressée, et la manière dont on a créé cette vérité, ce n'est pas en utilisant, par exemple, ce qu'on a dans certains repositories qui sont des documentations qui vont expliquer comment est-ce que le code marche. Pourquoi? Il y avait une slide qui était très intéressante, c'est que le plus on s'éloigne du code, le plus on a une quantité de mensonges qui sont énormes. Et le problème, c'est la synchronisation de ces documents, surtout quand on a des grosses code bases. Au bout d'un moment, il faut synchroniser, régénérer, donc ça coûte des tokens, ça coûte des choses, et puis c'est toujours en désynchronisation. Le choix qui est fait ici, c'est que la vérité, c'est le code, point barre. Donc, ce qui veut dire qu'au moment de la recherche, on ne va pas regarder ailleurs que dans le code pour chercher la vérité vraie. Première technique qui est utilisée, c'est utiliser des ordres négatifs agressifs. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on trouve et qu'on sait comment écrire quand on tombe dedans. Donc ça demande vraiment une expérience, arriver à se rendre compte que tiens, Claude Code, il fait pas ce que je veux. Ne fais pas ça. Surtout que quand on voit là dans les exemples, suggérer des améliorations, de faire des root cause analysis, ça c'est des trucs, Opus par exemple, il adore faire ça. Il veut que faire ça. Et là, on est obligé de restreindre et de lui dire de manière très ferme, hein, donc très ferme, c'est-à-dire qu'on met en lettres capitales et on met des do not, le restreindre de faire les analyses qu'il a l'habitude de faire et qu'il veut faire. Et ça, c'est découvrable que quand on tombe dans le panneau et quand on commence à essayer un truc et que finalement, l'agent ne fait pas ce qu'on veut. Je veux dire par là que ce qui est important, c'est de faire de l'expérimentation, mais ensuite de rajouter les éléments qui vont permettre de pouvoir vraiment guider l'agent. Deuxième technique, c'est l'utilisation massive de sous-agents. Donc, comme je vous ai dit, les sous-agents, ça a leur propre contexte Windows, et du coup, ça ne va absolument pas polluer le contexte. Donc, ici, on a 3 sortes d'agents en particulier. On a le code locator, dont la tâche est seulement de localiser le code et rien d'autre. Pas d'analyse ni rien, parce que l'analyse, ça va être fait par le code base analyzer. Donc, tout ce qu'on fait, c'est on trouve, OK, où est-ce que je dois regarder? Et on ne fait rien d'autre. Après, OK, je dois regarder là, mais en fait, pourquoi je regarde? Et du coup, j'analyse exactement quelles sont les conséquences de ce qui a marqué dans ce code. Ensuite, je vais regarder des patterns que je vais pouvoir réutiliser pour pouvoir guider ensuite la création du plan. Et enfin, si jamais il me manque des éléments, il y a un web research, il y a un web search researcher. Alors, vous voyez, aujourd'hui, là, peut-être que depuis un mois, Claude Code, il le fait beaucoup de ça dans les arrière-cours, là, par défaut. Il fait des web research tout seul, il speed des agents, etc. C'est pas forcément le cas avant. Et de toute façon, là, on a une maîtrise plus granulaire de ce truc-là. Alors, dans la deuxième partie de cette technique-là, en fait, il y a non seulement une déclaration de ces agents, mais en plus une explication de dans quel ordre il doit le faire pour pouvoir les orchestrer, en gros. Donc, on dit bien, d'abord, tu commences par le locator, ensuite, tu fais les analyzers, après, tu peux les mettre en parallèle et n'hésite pas à les faire en parallèle pour que ça aille plus vite. De toute façon, ils sont libres. Hein. Quand on les lance, on peut les lancer sur différentes parties de code et puis ils vont faire leur taf. Donc voilà, il y a tout un tas de règles qui permettent vraiment de préciser comment est-ce que ces agents doivent travailler et peuvent travailler, et même pour faciliter plus de rapidité et plus de précision. Troisième technique, lire les fichiers en entier. Alors, ça paraît évident comme ça, mais en fait, par défaut, Claude Code ne lit qu'une partie des fichiers pour pouvoir sauvegarder du contexte. Donc, en fait, ça paraît contre-intuitif, mais le problème, c'est que lorsque Claude ne regarde qu'une partie d'un fichier, en fait, il va devoir avoir des vides, et souvent, il va essayer d'interpréter ou d'essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Et du coup, ça pose des problèmes. Du coup, on va spécifiquement lui dire, non, quand tu lis un fichier, lis-le entièrement.
Donc, c'est peut-être aussi, du coup, une bonne pratique de découper mieux ces fichiers, pas d'avoir un fichier Python de 2000 ou de 3000 lignes, comme j'ai pu en voir. Je suis sûr, c'est vu. Euh, et du coup, de plutôt organiser son code en domaine pour que ça puisse ne pas remplir complètement la contexte Windows. Quatrième technique, du file .line partout. Je vais être très précis dans où est-ce qu'on doit trouver la chose qu'on a besoin pour ne pas que dans les phases suivantes, il y ait des recherches qui soient faites et pour qu'on puisse tomber pile poil sur l'endroit qui intéresse, sachant que chaque fichier et ligne va avoir une description à côté qui va expliquer le pourquoi du comment, ça c'est intéressant. Donc ça va être mis dans le contexte, mais comme je dis, dans le contexte de la recherche. Donc pas de il semble que, on pourrait, c'est chiffre, ligne, vérifiable, pas de slop. En plus, on peut regarder du coup, est-ce que c'est vraiment le cas dans le code, le développeur ou l'ingénieur peut vérifier. Enfin, dernière technique, forcer un ordonnancement strict dans le flux. Donc, en fait, l'ordonnance, ce que vous ne voyez pas dans ce slide-là, pour pas que ce soit qu'il y ait trop de texte, il y avait déjà une explication de comment ordonner les choses. Là, on dit non, mais critical ordering, je répète, c'est hyper important, always en lettres capitales, et always read the mentioned files, always wait for the subagents to complete before synthesizing. Vous voyez, le step 1, 4, 5, 6, ça sont des steps qui ont été dit déjà au-dessus. Là, c'est une répétition pour rappeler, pour faire un rappel, une répétition que c'est vraiment important que ce soit suivi. Et du coup, ça va aider l'agent à vraiment le suivre. Create plan, donc c'est la partie suivante, et dans la partie suivante, il va utiliser le research.md pour générer un artefact qui est un plan, qui est un contrat exécutable. Donc vraiment un contrat, un truc de hyper précis. Donc, il va d'abord parler de la feature, tout en haut, il va faire une vue d'ensemble. Ensuite, il va parler de quel est l'état de l'analyse actuelle avec tout ce qui manque et les contraintes qui ont été découvertes. Ce qu'on essaie de chercher, et on va voir ensuite dans l'implémentation va essayer de comprendre l'intention du plan et ne va pas simplement bêtement appliquer les choses. Le plan n'est pas là pour dire implémente comme ça, comme ça, comme ça, et des morceaux de code, et en gros, tu n'as plus qu'à copier et coller le code. Pas du tout. Ce qu'il faut, c'est avoir l'intention, le but, pour utiliser vraiment le pouvoir du LLM pour pouvoir aller vers la bonne direction avec des indications, par exemple, comme des snippets de code qui vont guider le LLM pour pouvoir générer le reste du code. Mais au niveau plan, on ne génère pas le code. Par contre, on donne des intentions et des instructions précises sur qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Truc important, et on en reparlera, c'est qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et ensuite, une organisation par phase avec des critères de succès, un automatique, deux manuels. Donc, qui permet aussi à l'ingénieur de pouvoir vérifier les éléments. Ça dépendra aussi de la qualité du harnais. On parlait du harnais. Et à quel point est-ce qu'on peut faire confiance, en fait, à ce qui est généré. Donc, les éléments what you're not doing, c'est les paramètres négatifs explicites, l'automatisation et la partie manuelle faite par l'humain. Donc, ça se passe en 4 étapes avec un gateway humain. On regarde le contexte, on lit les fichiers là où on nous a dit que c'était pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a dedans, avec des citations hyper claires et ciblées. 2, on lit et on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le code. Et donc, le but, c'est de pouvoir, dès que le LLM a des éléments concrets, dès qu'il se pose des questions, alors tout de suite, on va pouvoir devoir, vérifier dans le code, et si on n'a pas la vérification, plus tard, on va poser des questions à l'humain, mais l'important, c'est d'abord dans les codes, essayer de comprendre par soi-même, et s'il y a des choses dans lesquelles le LLM n'est pas sûr, alors lui dire, pose des questions. Ensuite, premier, c'est un outline, c'est un peu comme le plan qu'on a où il fait, je vais faire ça, je vais créer un plan comme ci, comme ça, est-ce que ça paraît pas déconnant? Là, première revue déjà, humaine, et ensuite, la génération du plan détaillé avec le livrable lui-même, qui est le plan.md, qui va devoir être revu encore par l'ingénieur. Donc, dans la technique, faire de la recherche avant de poser des questions.
Donc c'est pas comme, je sais pas si vous utilisez Claude Code juste comme ça, c'est, «Tiens, j'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi un plan». Parfois, il va poser des questions, parfois non, mais il va pas forcément, tout le temps chercher plus profondément le code. Quoique dans les dernières versions de Claude Code, j'ai trouvé qu'il faisait ça, beaucoup plus. D'ailleurs, ça prend pas mal de temps, il faut essayer de lui mâcher le travail pour pas qu'il en fasse de trop. Donc, dans cette approche-là, c'est non, d'abord tu regardes le code précisément et si jamais tu ne comprends pas, alors tu poses tes questions. Et surtout, on dit textuellement donc, sois sceptique. D'abord, juste pose des questions et ensuite, quand tu as des réponses, sois sceptique par rapport à ce que l'utilisateur dit. C'est-à-dire, tu vas pas croire comme du pain béni ce qu'il te dit. Revérifie dans le code et challenge ce qui est dit éventuellement si tu vois qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes. La technique numéro 2, donc, outline d'abord avec une première revue humaine et puis ensuite on fait le plan détaillé. Ça permet de voir déjà s'il ne va pas tout de suite se planter et partir dans la mauvaise direction. Ça permet d'économiser un peu des tokens et puis d'avoir une plus petite partie à revoir plutôt que d'avoir le grand plan derrière. Ensuite, technique numéro 3, les critères de succès, une partie automatisée, une partie manuelle. Avec, si vous avez un harnais ou plutôt des lignes de commande qui vous permettent de lancer des formatages automatiques, des tests automatiques, là, on y va et puis après une description de ce qu'il doit vérifier par lui-même et alors je crois que c'est enfin, peut-être qu'il y en a une autre, mais il me semble que c'est la dernière, de préciser ce qu'on ne doit pas faire et c'est comme moi, c'est un truc vraiment que ça a été très révélateur quand j'ai vu ça parce que c'est vrai qu'on dit toujours: «Tiens, fais ça, fais ça, fais ça», mais on pense pas forcément à vraiment à clarifier en fait ce qui ne doit pas être fait. Et là, c'est quelque chose qui va être généré pour le plan et du coup, il va dire très clairement au niveau de l'implémentation ou au LLM qui va implémenter, surtout ça, c'est out of scope. Et du coup, il n'y a pas de question à se poser. Du coup, il va moins s'éparpiller. Question 5, pas de questions ouvertes. Le but, c'est si jamais il y a des choses qui sont pas claires, alors regarde d'abord, fais de la recherche, ne l'écris pas dans le plan tant que ça n'était pas validé par l'ingénieur, tant que tu n'auras pas les choses claires. Encore une fois, ça évite de perdre du temps et d'avoir plutôt un pâté à relire plutôt que d'avoir un truc plus concis avec des questions qui sont précises et informées. Partie implement. Donc, la partie implement, et encore j'insiste, tout le boulot de recherche dans le code a été fait. Donc, le plan doit être autosuffisant. Et la partie implémentation ne va rien faire d'autre que d'implémenter le plan et rien d'autre. Il n'y a plus besoin de regarder dans du code quelque part. Il n'y a plus besoin d'aller chercher des informations sur des librairies éventuelles. Toutes les questions ont été répondues. Donc, normalement, c'est juste, je prends le plan et j'implémente. Zéro initiative non cadrée. Et si ce n'est pas dans le plan, je ne fais pas. Première technique, suivre l'intention, pas le plan à la lettre. Donc, en fait, ce qui vraiment est important, c'est que un plan, parfois, ça peut, quand c'est grand, ça peut aller partir sur plusieurs domaines différents, toucher à différents angles du problème, etc. Donc, le but, c'est d'insister pour que le LLM comprenne bien l'intention et aille dans le sens de l'intention. Et la deuxième partie, c'est de vraiment aller phase par phase, d'obéir à toutes les phases pour ne pas dépasser une étape sans avoir une vérification et sans avoir une validation de la part de l'ingénieur. Et toujours faire une vérification que ce qu'il fait est correct par rapport au contexte général qu'on lui a donné ou l'intention qu'on lui a donnée. Deuxième technique, d'avoir un protocole stop. Alors, vous voyez au-dessus le truc qui est un peu en gris là. Quand les choses finalement ne sont pas exactement dans le plan ou ce qu'on trouve n'est pas exactement dans le plan, alors pas hésiter à s'arrêter. C'est pas parce qu'on a répondu à des questions dans le plan que tout a été bordé. Donc ne pas hésiter quand il y a une incohérence, de s'arrêter, de faire quand même une recherche soi-même et puis éventuellement donner une définition claire du problème qu'on a retrouvé
et de demander à l'ingénieur de clarifier, de donner des informations par rapport à ça. Donc, je m'adapte pas discrètement, on dit hop, 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 il y a un problème, j'ai besoin de toi, l'ingénieur, regarde, et comme ça, l'ingénieur peut regarder et puis décider finalement par où il faut passer. Troisième technique, on l'a vu partie manuelle, partie automatique et partie manuelle. Donc, le but du jeu, c'est que le truc manuel, c'est vraiment pour l'ingénieur et pas pour toi. Donc, s'assurer que c'est vraiment en place et qu'on ne va pas commencer la phase d'après avant que cette étape-là soit bien finie. Ensuite, il y a alors, du coup, ça, je ne sais pas à quel point c'était avancé à l'époque le côté des to-do list sur Claude Code, mais là, en gros, on va utiliser le plan .md et les cases cochées pour pouvoir savoir où on en est. Donc, si jamais il y a un plantage, un problème ou quoi que ce soit, on saura toujours où on en est, l'agent saura toujours où on en est, et du coup, il va pouvoir reprendre un plan qui s'est planté ou un pipeline qui s'est planté au moment où ça s'est arrêté, et puis pouvoir continuer par là. Ce qui franchement est plutôt bien. Moi, parfois je devais relancer comme ça des plans et puis lui redire où il en était, et puis d'avoir une approche comme ça permet vraiment de pouvoir relancer un peu plus les yeux fermés en disant OK, tu as toutes les informations, le plan on en était là, maintenant on commence la phase 4, et c'est tout le contexte qu'on a besoin de donner, étant donné que tout le reste est déjà dans le plan. Donc, 3 principes pour son propre harnais. Les ordres négatifs, qui en fait sont plus importants que les ordres positifs, et donner des directions. L'isolation de contexte, encore une fois, context engineering, c'est agent, sous-agent, 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 sous-agent. Donc l'orchestrateur, lui, synthétise, mais il donne le boulot aux autres et il n'exporte pas. Et enfin, tout ce qui est artefact visible, le research.md et le plan.md avec les checkbox, ça, ce sont des deux éléments sur lesquels Dexorty insiste, c'est là où est la valeur ajoutée de l'ingénieur. Et en plus de ça, ce sont des éléments qui sont plus petits par rapport à des milliers de lignes de code. En fait, on peut avoir de la recherche qui fait, on va dire, 100 lignes de code, le plan qui va en faire 1000, et ben le plan qui va en faire 1000 et le code derrière, il va faire 10 000 lignes, par exemple. Un problème dans une ligne du research, ça va se cascader en un problème sur 10 ou 15 lignes du plan, et ça va se cascader en des centaines et des centaines de lignes de code qui vont pas. Donc, du coup, l'effet de levier, c'est de le mettre le plus haut possible pour pouvoir avoir ensuite, vu qu'il y a tout ce qu'il y a des commandes qui vont border le reste et qui vont s'assurer que les petites questions qui sont posées le sont, qui doivent être posées le sont, et ben comme ça, on peut avancer de manière plus sereine en sachant que le code qui va être généré est beaucoup plus proche de ce qu'on voulait vraiment. Voilà. Donc, prochain talk, Vibe Coding à grande échelle. Alors là, c'est une approche qui est complètement différente. Là, on parle de garder la maîtrise de la qualité de code, de bichonner, de faire en sorte qu'on sait où on va, qu'on contrôle. Et alors moi, j'ai vraiment découvert ça il y a 2 semaines avec Steve Yegi qui en fait a fait un release d'un orchestrateur d'agents. C'est en gros le Kubernetes des agents. Et je pense que c'est la prochaine étape et que ça va encore plus révolutionner, encore une fois, notre métier. Et du coup, je compte bien vous présenter quelque chose là-dessus dans les 2 semaines à 1 mois qui viennent. Voilà, petite pub personnelle. Merci. Je laisse ça. Garde-le. Question. Alors oui, alors j'ai une petite confidence à vous faire. Dans l'organisation de Meetup, il y a quelque chose qui est très compliqué, c'est de trouver des speakers. Alors c'est quand même assez rare que ce soit les speakers qui me poussent en me disant attends, il faut qu'on fasse un Meetup dans 2 semaines. Donc bon, quand même plutôt une bonne chose. Merci Emmanuel. Je t'en prie. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Tu parlais du coup que c'est vachement important de donner des instructions négatives agressives. Oui. Tu as constaté le même résultat sur d'autres modèles Copus qui sont très volontaires sur le fait d'aller faire des implémentations et des améliorations quelque part? Alors, j'avoue que vu toute la complexité de ce qu'il y a dans le monde de l'IA et dans les agents, j'ai fait un choix, c'est un outil et un modèle, peut-être 2. Donc, je n'utilise que Claude Code, je n'utilise quasiment que Opus et un peu de Sonnet, et je m'arrête là. Donc, je sais pas vous, mais moi, je suis submergé par les nouveautés qui arrivent à droite, à gauche.
Dexorty avait dit, vous voulez commencer, concentrez-vous sur un outil et un ou deux modèles pour avoir un feeling, pour comprendre comment il marche. J'ai fait ça. Et déjà, je me sens pas mal débordé, donc je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à ta question. Merci Emmanuel. Dans une codebase qui évolue, est-ce que la bonne pratique, c'est de conserver le fichier d'exploration, le research.md, et de l'injecter à chaque research en spécifiant la liste des fichiers qui ont été modifiés, ou bien est-ce qu'il faut refaire un research from scratch périodiquement? Moi, je fais un research from scratch. Parce que vraiment, la vérité dans le code, à moins que… Alors, si jamais tu sais pertinemment qu'il y a une partie de code qui n'est pas touchée et qui ne change pas et qui fait toujours la même chose… On peut le savoir assez facilement, en fait. Voilà, on peut savoir facilement. Là, peut-être que tu peux déroger à la règle. Mais sinon, surtout pour des grosses bases de code où il y a plein de gens qui bossent dessus, tu sais jamais ce qu'ils vont changer, et peut-être potentiellement ce qui change, ça va avoir un impact sur le plan et sur l'implémentation. Donc, voilà. Merci. Okay. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, c'est tout bon? Super. Merci Manuel. Merci.